Christian Carignon. Ouais. Nous sommes enchantés de t'avoir ici pour Castelet, un média qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre l'art de la marionnette. On est ici à l'Office du tourisme de Mirepoix, qu'on remercie pour nous prêter cette salle. Ça n'a pas été facile d'avoir une salle, donc on est très heureux d'en avoir une. Mhm. On va passer à peu près 1 heure ensemble. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement? Christian Carignon. J'ai vécu dans une cité du nord de Paris, une cité en briques rouges, toute neuve, parce que Dumy, ma ville, avait été complètement laminée par les bombardements américains, puisque Dumy se trouvait en bout de piste de l'aéroport du Bourget. Pendant la guerre, les Américains ont bombardé, ils étaient à 8000 mètres, ils ont foutu leurs bombes à côté, et donc la ville, il y a eu 6000 morts, mais moi j'étais pas encore né. Quand je suis né, je me suis retrouvé dans une cité toute neuve, et quand j'ai vu des photos longtemps après, les anciens bâtiments qui étaient encore debout, j'ai comparé avec le mien, c'est exactement les mêmes. Les architectes se sont pas cassés la tête, ils ont pris les plans d'avant-guerre pour refaire le HLM d'après-guerre. Et j'ai vécu là, j'avais 2 copains qui sont très importants pour moi. On allait au cinéma à Paris, en bus, c'était le 149. Et le cinéma a une grande importance dans le travail après, longtemps après. Est-ce que c'est une présentation? On s'en fiche bien, voilà, c'est ça. J'ai envie de dire ça. Et donc, comment tu arrives de ce bus qui va vers Paris Ouais. pour aller au cinéma jusqu'à t'intéresser à la marionnette? Alors, bon, déjà, il faut lever un lièvre. On a eu beaucoup de mal à se détacher de l'art de la marionnette. C'était en 79, je crois, c'était Charleville. Et on est arrivé à Charleville avec des spectacles qui n'avaient rien à voir avec les marionnettes. On a appelé ça le théâtre d'objets. C'est Cathy Deville, ma collègue du théâtre de cuisine, qui a dit comment ça peut s'appeler, disons théâtre d'objets. Et on était avec Théâtre Manarf, Vélo Théâtre, Giulio Molnar, Gare Centrale, Agnès Limbos, et on a dit ça sonne pas bien, ça sonne pas bien. Mais c'est resté, c'est resté. Alors pourquoi différence entre marionnette et théâtre d'objets? Peut-être c'est ça que je pourrais. Comment tu arrives de la marionnette à l'objet? Est-ce Voilà. que tu passes par la marionnette? Oui, oui. Je suis à Pau, je sors de faire du tissage avec mon copain d'enfance dont j'ai parlé, dans la montagne, au-dessus de Pau. On fait des gilets et des abat-jours en laine brute. On en vit. On en vit. Voilà. Et bon, quand même, j'ai fait du théâtre avant et ça me travaille. Donc, je descends à Pau et le seul endroit où je trouve du travail, c'est dans une compagnie de marionnettes qui s'appelle la Compagnie de l'Échelle. Je me dis, j'étais comédien, j'ai fait 2 ans de théâtre jeune public, non, pour enfants, on disait pour enfants. Très bien, très chouette, très formateur, très physique, très physique. 2 heures d'entraînement physique avant de répéter 1 heure. Voilà, ça c'était
très grotowskien. La directrice de la compagnie chez qui je travaillais avait fait un stage très très long avec Grotowski et elle nous épuisait avant de répéter. Ce qui était pas mal. On lâchait beaucoup de choses. Et alors, donc, je rentre à Pau dans cette compagnie où, ok, on m'aurait dit théâtre d'ombre, mime, j'aurais dit d'accord, j'avais envie de me rapprocher du théâtre, et c'était marionnette. Bon, alors j'étais derrière le Castelet, et le C'était de metteur... la gaine, c'est ça? C'était plutôt des marottes. Marotte. Et alors, et le metteur en scène, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, Christian? La marionnette, elle fait n'importe quoi. Vas-y, je passe derrière le Castelet et montre-moi ce que tu fais. Et je dansais, mais je m'occupais pas du tout de ce que j'avais au bout du bras. Il me dit, non, attends, tu as les yeux sur ta marionnette et t'essayes de faire en sorte que c'est elle le centre d'intérêt. Hein. Sinon, on enlève le Castelet, on te regarde danser, ce qui a moins d'intérêt. Bon, alors, bon, j'apprends des choses. Difficile de dire que je suis devenu marionnettiste, mais dans cette compagnie, je rencontre Cathy Deville, qui devient ma compagne, et on en a un peu marre d'abord d'être sous la direction d'un metteur en scène. Qui était le metteur en scène? Claude Brousse. Claude Brousse. Claude Brousse. À Pau, du coup. Oui, c'est ça. Qui était très bien, hein, mais des fois on se disait, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, mais bon, c'est le jeu, c'est le metteur en scène. On ne faisait pas de résistance, mais on avait envie de faire autre chose. Bon, alors avec Cathy, je fabrique une table de camping. Je fais des traits à la scie sauteuse dedans, des rues. Je pose des boîtes d'huile, de nouilles, de cacao sur la table. Ça devient des maisons. Et je récupère plein de bouchons abîmés qui ont une petite personnalité. Par exemple, il y a un bouchon qui est éclaté. Éclaté, bourré, il a trop bu, est-ce que c'est lisible? Peu importe, moi je suis sous la table, visible du public, et je suis accroupi et je tire mes bouchons, je les manipule pas, je veux dire, ils ont aucune... c'est pas des marionnettes, c'est des bouchons qui sont tirés dans les rues de ce petit village, et il y a des rencontres, et je fais des sons de dessins animés. Sans texte, du coup. Il n'y a pas de texte. Et peut-être je reviendrai après, mais c'est là où le cinéma revient de mon enfance, où mon père, mon frère, ma mère et moi, souvent on allait le dimanche après-midi à Paris, avenue de l'Opéra, où il y avait un cinéma qui ne passait que des dessins animés en américain, non sous-titrés. Et mon père éclatait de rire, et c'est le seul endroit où j'ai vu mon père éclater de rire. Mon père, c'était plutôt quelqu'un de taciturne. Que faisaient tes parents? Alors ma mère, eh ben, elle était maman à plein temps, et mon père travaillait dans le métal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il était
Il fabriquait des balcons en série pour les HLM. Ferronnier Oui, mais ferronnier, ça tire sur artisan, il n'était pas du tout artisan. Il avait des machines et puis ça s'écrasait et ça se coupait. Et il était patron de sa petite entreprise, ce qui lui a coûté cher. Bon, c'est une autre histoire. Et donc, on allait dans ce cinéma et on était heureux. Ma mère, ouais, et les 3 garçons, on était morts de rire, surtout parce que j'étais à côté de mon père et ça me faisait du bien de le voir rire comme ça. Et je sais plus ce que tu me Eh ben, on demandais. était à la table de camping. Ah, la table de camping. Avec les petits bouchons qui se... Avec les petits bouchons. Donc, cinéma, dessin animé américain, Bip Bip, Coyote, Bugs Bunny, Daffy Duck, c'était les principaux. Le Coyote, c'est le must. Et j'en ai revu, ça tient toujours. Ça tient toujours. Il y a un rythme, il y a un découpage des scènes, il y a des chocs entre les scènes, les plans larges se percutent avec les plans serrés, le coyote est au loin, on le voit tout petit, on voit la fumée très près du bip bip, et puis le plan d'après, c'est juste les yeux du coyote. Le fuck, le rapprochement instantané qui ne peut se faire qu'au cinéma. Théâtre, c'est impossible. Et c'est vachement riche. Et on ne peut pas l'utiliser au théâtre. Et ça, c'est très, très frustrant. Voilà. Donc, je suis sous la table, j'ai plus la voix pour. Ben non. D'abord, il y a l'entraînement, et puis le fait que je l'ai pas fait. Voilà. Bon, bref. Et il y a un tas de gags qui se succèdent de façon très, très, très rapide. Et mon régal, c'est de pouvoir voir la tête du public qui regarde le dessus de la... Alors, le public, c'est 50 personnes. Hein. C'est où que tu joues ces spectacles au début? Chez moi, enfin chez nous. Je commence à la maison. Après, il y a une fête à Pau, la compagnie de l'Échelle, où je travaille toujours, me dit bah, tu vas aller jouer ton spectacle dans telle fête de la ville. Donc j'étais sous une tente 4 places. Et alors, je faisais mon truc, il y avait 20 personnes à tout casser, tout le monde était très serré, et les gens riaient. Mais la tente était fermée. Et alors, les gens dehors, c'était sur le boulevard des Pyrénées. Le boulevard des Pyrénées, c'est la plus belle avenue du monde après les Champs-Élysées, et alors, fête, beaucoup de monde circule dans la rue, et ils entendent rire à l'intérieur de cette tente. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux rentrer. Alors les gens sortent, des Ça durait combien de temps cette forme des bouchons de la... 20 minutes. 20 minutes. Ça n'a jamais dépassé 20 minutes. Ça n'a pas d'intérêt. C'est trop petit pour que ça dure plus. Et je pense vraiment que la petitesse des spectacles qu'on peut présenter à un public est proportionnelle au temps qu'on peut exiger du public. Et si, alors ça je l'ai vu plusieurs fois et je l'ai testé moi aussi, si on dépasse un certain temps de concentration du public sur des petites choses,
les gens décrochent et c'est pas la peine de raconter Macbeth en intégrale. Ça tient pas, ça tient pas. Donc une règle, c'est fais attention au temps et à l'attention de ton public, quoi. Bon, ça c'est le premier spectacle. Ça s'appelle le théâtre de cuisine, parce que c'est évident. Et on se détache de la compagnie de l'échelle, Cathy et moi, et on dit quel nom pour la compagnie. Et Cathy dit le théâtre de cuisine, c'est pas la peine d'aller chercher des trucs. Surtout que ce spectacle commençait à être un petit peu connu. Et la première fois où on l'a joué, c'était en 79 à notre premier Charleville-Mézières. Et on y va avec ça. Et on joue sous les arcades. Et il y a du monde qui nous voit et du monde programmateur aussi. Et donc, on commence à avoir des contrats, et même en Belgique, avec le truc de 20 minutes. Combien ça coûte? On n'en sait rien du tout, quoi. Combien vous nous donnez? Bon, 300 balles. Oui. Bon, alors notre administrateur de la compagnie de l'échelle nous dit oh. Laissez-moi faire les contrats. Bon, voilà, on reste en relation avec les gens de la compagnie de l'échelle pendant quelques années quand même, parce que voilà, ils nous ont permis beaucoup de choses. Donc ça commence à être connu parce que c'est quoi? C'est marionnette parce que le gars il tire des rayons de vélo sous sa table. On le voit mais pas bien, donc est-ce que c'est un marionnettiste? C'est une forme mitigée. Il se donne beaucoup parce que quand il sort, il est en âge, donc il est un peu comédien. Donc les gens, bon, alors nous on dit théâtre d'objets. Voilà. Bon, moi je dirais que c'est quand même très proche de la marionnette. Bon, mais petit à petit, on s'en éloigne quand même. Le deuxième spectacle, c'est l'Opéra Bouffe. C'est une table bleue, ronde, une belle toile cirée bleue, et on pose des plateaux de légumes et de fruits dessus, et ce sont des îles. Et la toile cirée devient la mer, et on a une pomme de terre avec un nez en carotte et des yeux en haricot, et c'est une marionnette. Mais le décor qu'on propose, il est quand même loin de ce qu'on attend d'une marionnette. Bon. Alors on continue d'appeler ça du théâtre d'objets. Et puis après, il y a des trucs qui sont beaucoup plus théâtre d'objets. Bon, voilà. Donc ça démarre par la marionnette dans la première approche parce que tu fais de la marionnette et ensuite tu découvres comment l'objet peut être porteur de sens. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... vous étiez un groupe, plusieurs à parler ensemble de ça à Charleville en 79 par exemple, ou vous étiez les seuls à proposer une forme non, alors, comme ça, un peu hybride, un peu... Alors, nous on est tout neuf, on connaît rien de la marionnette, on arrive de Pau. Je dirais la marionnette, on peut savoir ce que c'est à Pau, mais le seul exemple qu'on ait, c'est la compagnie de l'échelle. On découvre des spectacles, bon, et on rencontre Vélo Théâtre, un gars tout seul avec un vélo, et sur le porte-bagages avant, il a
ce qu'on peut dire, ce qu'on pourrait appeler un castelet. Il l'ouvre et avec les mains à vue, il installe des tout petits personnages. Il construit son castelet devant nous. Et à la fin, le petit pêcheur devient vraiment une marionnette puisque les mains disparaissent. Mais on a vu toute l'installation, on a vu tout l'envers du décor. Et le côté marionnette pure, c'est la fin, c'est 30 secondes. Vélo, ce gars, Charlot Lemoine, qui s'appelle le vélo théâtre parce qu'il joue sur un vélo, voilà. C'est comme le théâtre de cuisine. Hein. Et aussi un gars qui s'appelle Jacques Templereau. On a tous le même âge. Hein. Et il s'appelle la compagnie Manarf. Manarf, ça veut dire je sais pas en algérien. Il n'est pas algérien, mais ça lui a plu quand il a été en Algérie. Il posait des questions et on lui disait Manarf. Alors il s'est dit, écoute, alors il y a comme ça, entre vélo-théâtre, théâtre de cuisine, compagnie Manarf, une apparente modestie dans les noms des compagnies, enfin modestie apparente, voilà. On se prend pas trop au sérieux. C'est pas modestie, on se prend pas trop au sérieux, il y a beaucoup de désinvolture dans notre jeu. Parce qu'on a vu aussi des spectacles à Charleville où la rigueur, le sérieux. Notre art est peut-être un art mineur, mais attention. Tu penses à quelle compagnie, par exemple, comme ça, avec une grande prétention? C'est pas prétention. Je pense à Alain Recoing, qui est un très très grand marionnettiste, très grand manipulateur de marionnettes à gaines. Il était capable en répétition de rester 1 heure avec les 2 mains en l'air, les 2 mains qui font des choses différentes, et il demandait à ses stagiaires, allez, échauffement, combien de temps on tient? 10 minutes, au bout d'1 semaine, peut-être une demi-heure, mais défoncé et très très heureux. Je prends cet exemple parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui. Il se la pétait pas, quoi. Mais il avait une exigence et il avait envie que ce petit art pour enfants devienne quelque chose de reconnu par la profession, c'est-à-dire les acheteurs, les directeurs, les directrices, non, les directeurs de théâtre, parce qu'il n'y avait pas de directrice de théâtre. Il avait envie de passer dans le circuit théâtre. Peut-être il y a un rajout à théâtre, mais c'était pour lui et pour beaucoup de monde du théâtre. La même exigence qu'un travail de comédien qui apprend son texte. Bon, là. Et il était président du CNM pendant très longtemps. Alors, CNM. Centre national de la marionnette. Merci. Merci. Et tu as fait partie, toi, du CNM? Oui. En suiviste, loin. Mais bon, ça nous intéressait aussi beaucoup. Parce que nous, on avait quelque chose de nouveau à défendre. On disait, OK,
reconnaissait la marionnette. Mais alors, dans la marionnette, ou à côté de la marionnette, il y a un ami qui dit « Le théâtre d'objet n'est pas le fils de la marionnette, il est cousin ». Bon, alors, ça demande beaucoup de discussions pour comprendre ça, mais il fallait que nous, on se fasse reconnaître non pas en tant que marionnettistes dans les programmes, mais en tant que faisant du théâtre d'objet. Ça vous plaisait de vous distinguer de cet art de la marionnette? Ouais, c'était important pour nous. Pourquoi c'était important? Parce qu'on avait l'impression quand même d'avoir inventé quelque chose qui jouait sur autre chose que une marionnette fabriquée pour être sur le plateau. Voilà. Je vais raconter l'histoire du Petit Chaperon Rouge ou de Macbeth. Je vais me faire le roi comme ci, comme ça. Je le fabrique. Nous, on disait, le Petit Chaperon Rouge, eh ben, c'est un nez rouge de clown. Bon. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'il y a de clownesque dans le Petit Chaperon Rouge? Au début, pas facile à trouver. Donc, il fallait qu'on tire les métaphores, qu'on tire les symboliques, qu'on étudie vraiment ce que disait le Petit Chaperon Rouge pour essayer de trouver un lien entre ce comique et ce tragique. Bon, voilà. Alors, le théâtre d'objet ne fabrique pas ce qu'on voit sur scène. C'est généralement, j'enlève l'exemple du nez rouge, il n'est pas intéressant. Il faut que les spectateurs... Ah, un petit camion rouge, un jouet Norève. Ah, je le connais. Je l'ai eu, je ne l'ai pas eu, je sais combien ça coûte, mon frère l'a eu, je l'ai déjà vu dans une vitrine de jouets, je sais ce que c'est, je le reconnais immédiatement. Il fait partie de notre fonds commun. Alors, étendons ça à l'Europe, disons, tout le monde en Europe, on peut supposer, sait ce que c'est qu'une réduction d'un petit camion rouge. On va en Mauritanie, là aussi on sait ce que c'est. Bon, le petit camion rouge, c'est un truc mondial. Par exemple, le chien en plâtre qu'on met sur la cheminée chez ma tante. Boum. Non, pas sur la cheminée, sur la télé. Il a été sur la cheminée chez ma grand-mère, et puis pouf, arrivé de la télé, on met le chien en plâtre sur la télé. Vous voyez ce chien en plâtre, comme ça, un chien, un berger allemand, très digne, protecteur de la maison. Et je le vois chez ma tante, chez un copain, je le vois en photo, je le vois dans un film, dans Amélie Poulain par exemple. Je me dis, mais ce chien est connu, c'est Rex, c'est Rex, il ne peut pas s'appeler autrement. Il représente la sécurité. Et alors, dans un spectacle, je vais voir ma tante, je dis, ce chien en plâtre, depuis ma tendre enfance, je le vois chez toi, je le voudrais. Alors elle, ça fait 40 ans que le chien est là, elle dit, si tu veux, prends-le. Elle met un bouquet de fleurs en plastique à la place et ça modernise un petit peu son salon. Alors je prends le chien en plâtre et c'est un spectacle qui s'appelle Catalogue de voyage.
voyage, catalogue, c'est pas le vrai voyage, c'est le voyage qu'on regarde dans un catalogue. Et c'est le voyage imaginé. Et le chien, je le sors d'une valise voyage, donc j'ai, je sais plus, 5 valises, comme 5 continents, et à chaque fois j'ouvre une valise et dedans il y a une scène de voyage. Et dedans il y a ce chien que je pose sur une chaise ou je sais plus quoi, sur un empilement de valises, et il est là et il protège le théâtre. Mais je sors d'une autre valise une panthère noire. Et alors là, la panthère noire, c'est fort. D'abord, elle est noire, elle est, elle est comme un chat qui chasse les lézards, elle est dangereuse. Et c'est le mal. C'est le mal, M-A-L. Et le chien, c'est la sécurité, c'est le bien. Et il y a combat. Alors combat, je ne touche pas aux deux objets, c'est moi qui circule de l'un à l'autre. J'intègre leur caractère, moi, en tant que comédien. Mais je n'y touche surtout pas. Et alors, on va jouer en Inde. Et alors là, c'est un scandale. Parce que la panthère noire, c'est un des symboles de l'Inde. Il y a le tigre, il y a l'éléphant, il y a la dame, mais la panthère noire, on n'y touche pas. Et le chien, c'est une espèce de cabot qui traîne dans la rue, qui est tout maigre, et on lui fout des coups de pied. Et alors, ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Et bon, alors les gens sont très gentils, évidemment, mais ils viennent me voir à la fin, ils disent « Ah, c'était marrant, c'était tata, mais alors, là, il y a un truc, vous allez jouer demain, vous allez jouer dans une autre ville d'Inde, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Enfin, c'est tabou, quoi. Enfin, c'est... Bon. Alors, je me suis arrangé pour... passer la scène. J'avais pas le temps de reconstituer, de refaire quelque chose, mais j'ai adouci la scène où tout le monde est à égalité. Bon, voilà. Mais pour dire, tout ça pour dire que l'objet est reconnu instantanément par les spectateurs, petit camion rouge, chien en plâtre, mais ça vaut pas dans tous les pays du monde. Voilà, il y a une communauté symbolique, métaphorique, qui parfois ne s'étend pas au-delà de certaines frontières. Donc, à faire gaffe, à penser. J'entends deux choses dans ce que tu as dit. Il y a le côté série, c'est-à-dire on reconnaît parce que on est peut-être dans un monde où on commence à construire en série. Oui. Et l'autre chose que j'entends, c'est le conte, comme si on utilisait pour raconter. Et pourquoi le théâtre d'objets ne serait pas lié plutôt au conte? Est-ce qu'il est lié au conte? Quels sont les liens, d'après toi, avec le conte? Le fait de raconter des histoires et que, en plus de l'imaginaire du spectateur dans lequel on le plonge, c'est-à-dire on dit, il y a le petit chaperon rouge, le conteur, et là on va le montrer. Qu'est-ce que ça... Enfin, on a compris un peu que ça apportait le fait que ça enrichit d'un certain côté l'imaginaire du public, ça l'ouvre peut-être. Oui, ça c'est vraiment un des fondements du théâtre d'objets. Les comédiens sont des conteurs. Pas que, mais ils s'adressent directement au public. Voilà. Je vais vous raconter une histoire, je vous regarde dans les yeux, je vais utiliser ça
comme Petit Chaperon Rouge. Le loup, ça va être ça. Et à certains moments du conteur, je deviens le personnage. Je deviens le Petit Chaperon Rouge perdu dans la forêt. Alors, la forêt, c'est un petit sapin, toujours la miniature. Miniature, ça a beaucoup d'importance. La table, ça a beaucoup d'importance. C'est pas systématique, mais il y a souvent des tables. Je pose le petit sapin, la table est vide, mais j'ai dit que j'étais dans la forêt perdue, donc le petit sapin devient la forêt. La partie pour le tout, la métonymie. Voilà. On ne le fait pas exprès de faire des métonymies. Mais un jour, en ayant posé 25 fois notre petit sapin tout seul sur la table, quelqu'un nous dit « mais c'est une métonymie ». Waouh, c'est chouette. Et alors, je m'achète un dictionnaire Des symboles? Non, pas Non. des symboles, presque. Tu couperas parce que ça fait pas bien de pas se souvenir de toutes les figures de rhétorique. Voilà. Je m'achète un dictionnaire de rhétorique et je me rends compte que on utilise un tas de figures de rhétorique dans ce qu'on fait. La métonymie, la partie pour le tout, le Manarf, le copain, joue un petit chaperon rouge et le loup, on se dit mais qu'est-ce qui va sortir pour le loup? Alors il sort d'un tuyau, on voit une tête de poisson qui sort avec les dents comme un poisson mort, quoi. Et ce poisson, c'est un loup. Alors il va le matin chez le poissonnier, il dit il me faudrait une tête de loup. Je peux vous vendre un loup, je vous coupe la tête et je vous donne la partie mangeable. Il dit non, je voudrais que vous coupiez la tête, mais vous me vendez simplement la tête. Bon, alors discussion, etc. Je fais un spectacle. Bon, alors je veux bien vous donner la tête de loup, mais il faut attendre qu'il y ait une cliente qui m'achète la partie mangeable du poisson. Bon, alors, combien je vous dois? Allez, ça va. Bon, alors, le spectacle, ça sent, on rentre dans la salle, ça sent pas bon, ça sent le poisson. Ça sent le poisson. Et alors, avant le spectacle, il a un pulvérisateur, il a mis la tête de loup à tremper toute la nuit dans de la flotte, il récupère l'eau, il met dans le pulvérisateur, et avant le spectacle, juste avant que les gens rentrent, il fout ça au-dessus des sièges, et tu rentres dans la salle, et mais ça sent mauvais. Et alors, quand la tête de loup apparaît, l'odeur, les dents, tout ça, ça fait partie du danger du loup. Il est dégueulasse. On a toutes les images de M le maudit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer, quelle référence on a dans sa tête, mais c'est dégueulasse, quoi. C'est visqueux. Et c'est effectivement visqueux. Et alors la grand-mère, toujours pour parler de figures de rhétorique, je suis long, hein, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. On a le temps, on est là pour non, mais entendre. c'est bien aussi dans un interview qu'il y ait des relances, et je ne sais pas faire ça. Je relance quand il faut relancer. Je peux relancer là, si tu veux. Non, alors juste la grand-mère. Alors, il sort sa tête de loup, et
le loup bouffe la grand-mère avant de rentrer dans le lit pour bouffer le petit chevron rouge. Et alors, Jacques sort une pomme de terre en robe, comment on dit, robe de chambre ou robe des champs. Voilà, il la pose sur une assiette, il prend une fourchette, il l'écrase. Et la pomme de terre est cuite. Elle vient d'être cuite. Et quand il l'écrase, elle fume. Et c'est l'âme de la grande. C'est l'âme, c'est ce qu'on veut. Mais ça peut aussi être, elle est morte. Enfin, elle est vraie. D'abord, elle est écrasée, et puis quelque chose s'échappe comme ça. Et délicatement, avec la fourchette, il donne à manger à la tête de loup. Et il bourre la gueule du poisson, et la pomme de terre ressort en purée derrière, et c'est vraiment dégueulasse. Mais en même temps, on ressent plus qu'à la lecture du conte tel qu'on a pu l'entendre et la faire répéter par sa mère, ah mais c'est dur, ça me ramène à quelque chose de maintenant. C'est pas une histoire où je suis protégé par maman et elle me borde et fait de beaux rêves. C'est maintenant que ça se passe, et il y a cette odeur qui est métaphorique, il y a cette lame de cette grand-mère qui est métaphorique, il y a cette tête, ces dents, ça me fait peur directement. J'ai pas besoin d'intermédiaire, quoi. Bon, voilà. Et alors, après ces expérimentations, ces découvertes, tout ça, il y a un moment donné de théorisation. Je sais que tu as écrit Oui, des choses oui. sur le théâtre d'objets. Comment ça se passe? Pourquoi ce besoin? Comment on arrive à un moment donné à se dire, bon, il faut quand même qu'on explique aux gens qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est un besoin de rapport institutionnel, de légitimer quelque chose? Est-ce que c'est un besoin vraiment de faire corps, de se dire on est ensemble à un endroit? Pourquoi le besoin? Oh, je crois qu'il y a toutes ces raisons. Et puis peut-être la raison la plus importante, c'est envie d'écrire. Et je vais donner un exemple, mais il est disproportionné. Et ça m'embête un peu parce qu'on va se dire, ah, dis donc, Christian, il se la joue un peu. De Gaulle écrit ses mémoires, 3 bouquins épais comme ça, mémoires de guerre. Bon. Je tombe chez Emmaüs sur les 3 bouquins, je me dis, pourquoi pas, voilà, j'en ai pour 1 euro. Je commence à lire, je tombe dedans. D'abord, ça m'apprend un tas de choses, ça m'explique un tas de choses que je n'avais pas compris, et c'est magnifiquement écrit. Et alors, après, j'apprends que De Gaulle, il dit, bon, d'accord, j'ai fait des choses, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être reconnu comme écrivain? Et personne, enfin peu de gens lui ont dit, ça c'est écrit. Et peut-être que c'était pas ça l'important, mais pour lui c'était une partie importante de son travail. Il fallait que ça soit de la littérature. De la littérature. Voilà, bon. Bref, alors je mets tout ça à niveau, hein, vous comprenez. Moi, j'avais envie d'écrire. Comme beaucoup de gens, hein, beaucoup de gens ont envie d'écrire et ils écrivent, un journal, un truc, une lettre, un dossier de subvention, avec la petite ambition que ce dossier de subvention ne tombe pas des mains de la directrice de la DRAC en se disant « Putain, combien il veut, vite, à la dernière page, parce que c'est insupportable. » Oui, c'est vrai. Alors, tiens,
je vais essayer d'écrire un dossier de subvention qui donne... Ah, je suis déjà dans une histoire. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est intéressant. Bon, pas facile à faire, je prétends pas y avoir jamais réussi, mais moi, j'avais envie d'écrire, j'ai toujours envie d'écrire. J'aimerais bien reprendre tous les textes que j'ai écrits et alors, caméra, On mettra le lien en description de ce. ok. Alors, le théâtre d'objets, petit bouquin écrit avec Jean-Luc Matteoli, qui est un prof de fac, et nous deux, on s'est mis à se dire, voilà, par téléphone, le mail n'existait pas encore vraiment, ça existait, mais enfin c'était compliqué. Donc on s'échangeait. Alors on se disait, bon alors ce texte existe, pof, moi je continue à partir de ton texte. Allez, j'écris 5 pages. Je lui envoyais, il me disait, ok d'accord, je t'écris 6 pages, hop, et le livre est né comme ça. Et un intérêt, parce qu'il y avait 2 écritures, et il y avait... Et voilà, on comparait 2 écritures. On comparait. On était conscients, et l'un et l'autre, qu'il fallait que ça soit lisible, facile, et fort, si possible. Voilà. Bon. Alors, on s'entraidait comme ça. Alors, je pense qu'une des raisons, c'est l'écriture. Juste l'envie d'écrire. Ah, une des raisons. Une Et des tout ce que raisons, oui. tu as dit, c'est vrai aussi. Besoin de reconnaissance. Alors, pour mon copain Jean-Luc Matteoli, beaucoup moins que pour moi, mais moi, j'ai toujours eu besoin d'être au fond de la classe, il y en avait marre, quoi. Gaucher, il y en avait marre. Dyslexique, il y en avait marre. Écrire à la plume, la dictée en tenant le cahier comme ça et en étalant l'encre qui n'avait pas eu le temps de sécher. Et une fois seulement, une fois, mais je m'en souviens, le maître passe sa tête sur mon épaule, il prend sa règle, ziac, déchire la page, tu recommenceras ta page. Bon. Et alors j'aurais pu être en colère, comme un autre gamin, mais j'étais détruit. Je vaux quelque chose, s'il vous plaît. Laissez-moi exister. Laissez-moi un domaine où je peux dire Alors, besoin de reconnaissance. Et ça m'a toujours suivi. Et il y a un maître pendant ma scolarité qui m'a permis de dire « Ah, Christian, j'ai quelque chose pour toi ». J'étais pas trop mauvais en maths, en calcul. Donc des fois, je finissais dans les premiers. Alors, au fond de la classe, il y avait la table bibliothèque. Il y avait quelques bouquins, bibliothèque verte, tu feuilletais. Et puis, il y avait un grand livre, Chocolat Meunier, l'astronomie, et tu tournais les pages, et il y avait l'emplacement d'images où il n'y avait pas d'image, et il fallait acheter du chocolat pour avoir une image de la planète Saturne que tu collais au bon endroit, et le livre que j'avais sous les yeux, eh ben, il y avait quelques images qui étaient collées, puis le reste c'était vide. Et il y avait un petit texte en dessous chaque petit chapitre. Et moi, je disais, je voudrais être astronome.
ça me plaît. Et le maître avait eu, c'est pas l'intelligence, c'était son boulot, mais la sympathie de dire, tu vois, prends-le, tu le prends, tu le ramènes demain ou après-demain, le livre. Wow. Mais c'était la première fois que le maître disait à un élève, vas-y, tu t'es tombé sur un Jules Verne, prends-le, vois ce que tu en fais. Moi, j'avais une reconnaissance, mais alors, bon. Et mon père dit, ah, ben tiens, waouh, c'est le maître. Bon, ben dis donc, le maître, ah oui, ah ben alors Saturne, tu vois, il y a des anneaux, ça tourne, Saturne. Ah, très bien. Voilà, bon, et je continue à acheter Science et Vie. Voilà, je lis Science et Vie, presque tous les mois. Je lis certains articles, je comprends pas, mais c'est pas important. Les mots défilent, l'énergie noire, la matière noire, les trous noirs, les galaxies, le télescope Hubble. Bon. Alors, est-ce que ça me sert dans mes spectacles? Ouais. Ouais, le lointain, ouais, l'infini. Comment, sur cette table, avec ce minuscule sapin, je peux représenter toute la Sibérie. Voilà. Bon. Alors j'essaye. Voilà. J'aimerais qu'on parle un peu de ton regard que tu portes sur le monde contemporain. C'est sur Ah bah oui. ce passage du coup de la pratique. Je sais que tu as fait aussi beaucoup de formation, mais avant de parler de formation, ça m'intéressait de ton regard sur ce qui se produit actuellement en théâtre d'objets. Est-ce que l'intérêt c'était aussi la découverte, ou est-ce qu'il y a vraiment un langage? Est-ce que dans les productions que tu vois, il y a des choses qui t'émerveillent encore? Est-ce qu'il y a des découvertes encore, ou est-ce qu'on est rentré dans une espèce de code qui s'est... Comment on passe de la découverte des codes et de toute la magie de cette découverte à la codification et du coup de la pratique des codes qu'il y avait à la marionnette quand tu as commencé, du coup, on revient à un endroit... Ah, c'est difficile, enfin c'est difficile. J'ai envie de répondre que ça m'embête parce que Tu n'es pas obligé de répondre, tu peux dire. Ah, voilà, tiens. tu peux Alors, dire. oui, c'est ça, le 5e amendement. Je suis pas obligé de répondre. Ça m'embête. Je crois, dans ce que j'ai vu en théâtre d'objets, je me suis toujours régalé. Je me dis, quelle fraîcheur. Mais je pense que là, tout de suite, maintenant, j'ai pas vu de trucs nouveaux, difficiles. Ça m'embête de dire ça, mais pour les gens qui viennent, qui sont plus jeunes que nous, c'est comme si on était les grands anciens, et ça fait oh là. Il est à l'origine, enfin il y a rien avant, et il a tout inventé. Enfin, ils ont tout inventé. Alors ça pourrait s'entendre comme ça, et ça m'embêterait vraiment que ça s'entende comme ça. Qu'est-ce que tu penses des futuristes et leurs drames d'objets? Alors voilà. Voilà, parce qu'on peut, voilà, pour décloisonner, parce Oui. qu'on peut aussi retourner 50 ans avant vos 79. Il y a un tas d'ancêtres. Il y a un tas d'ancêtres, et c'est très marrant parce qu'ils sont, de ce que je sais, ils sont tous en France ou en Belgique.
Bon, il y a Duchamp, il y a les frères Lumière, ça c'est des grands ancêtres. Ils partent de la réalité. Je filme en plan fixe la sortie de l'usine, des frères Lumière, ils fabriquaient des pellicules, et on voit les gens sortir. Ils n'ont pas inventé la caméra qui bouge, ils n'ont pas inventé le montage, mais d'un seul coup, la réalité se trouve transfigurée parce qu'elle elle devient éternelle. Voilà. Il suffit d'un mur blanc et je peux la revoir et la re-revoir et la repasser dans des soirées, bon, enfin bref, et on se dit, ah, ça c'est le début. Bon, alors avant il y avait la photo, avant il y avait la peinture, avant il y avait les grottes ornées, alors il n'y a pas d'origine. Alors je n'arrive pas à voir quelque chose qui sort de la rhétorique dont j'ai essayé d'expliquer quelques figures. Et c'est vraiment ce que j'ai vu, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout entendu de ce qu'on peut dire de théâtre d'objets que j'ai pas vu. On est sur la rhétorique et c'est déjà un champ gigantesque. Je veux dire, les Grecs, ils ont inventé ça et on n'a pas fini de se dire « Ah ouais, ah ça, je l'avais jamais entendu. Ah. » Et ben, ça a été inventé il y a 2500 ans. La phrase, la figure a été inventée, le texte qui en sort, il est nouveau. Hein. Alors, ce que je vois du théâtre d'objets, c'est nouveau, mais ça répond à des codes très précis. Olivier Renouf, avec, il est au restaurant, vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu, compagnie Bakélite, il ne bouge pas, c'est un client tout seul, et il attend qu'on le serve, et c'est des aspirateurs automatiques avec un manche à balai et un plat dessus qui arrivent télécommandés de la coulisse par le régisseur, et le machin arrive comme ça, la soupe, et ça arrive devant sa table, et boum, hop, ça tombe ou ça tombe pas sur sa table, et lui, pendant 50 minutes, il ne bouge pas, il essaye de manger, mais il attend que les choses se passent, il est dépassé par les mécaniques. Ça revient un petit peu à quelque chose que tu disais, j'ai pas répondu, mais... Sur la série, peut-être oui, c'est ce que tu disais. Bon, alors là, c'est hilarant, et c'est... Quel monde! Quel monde! Et j'en suis pas responsable, et personne n'en est responsable, et il y a toujours quelqu'un au-dessus de moi qui n'est pas responsable, mais qui? Quoi? Contre qui je peux me retourner pour dire « c'est insupportable, c'est insupportable ». Et qu'est-ce que moi j'ai fait qui a été insupportable pour quelqu'un d'autre? Bon. Alors je pense que il y a quelque chose qui est commun dans tous les spectacles que je connais de théâtre d'objets, c'est une critique de la société.
une critique de la société de consommation. Voilà. Débordé par les camions rouges, parce qu'il n'y en a pas un, il y en a 1 million. C'est trop, ça donne envie, mais ça n'a pas de prix. Enfin, ça n'a aucun prix. Alors on me le vend quand même, hein, mais tout ça est artificiel. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Mais je m'en fais un besoin et si, ben, j'ai la nouvelle bagnole, enfin, ou une bagnole d'occasion mais qui marche. Alors, moi, j'ai mon téléphone, j'ai des lunettes qui sont adaptées à ma vue, ça c'est pas mal quand même. J'ai des surligneurs, je prends mon texte et bah ça c'est clair, tiens. Mais quoi, mon ordinateur, Victor Hugo, il n'a pas eu besoin je veux dire, il a écrit peut-être 10 000 ou 15 000 pages. Il a fait ça avec de l'encre et il n'a pas étalé l'encre. Il devait être droitier, j'imagine. Ou assez contraint. Oui. J'ai une question par rapport à l'objet. Est-ce que tu sais s'il a existé, tu parlais du petit, Oui. du miniature, est-ce que tu sais s'il a existé du théâtre d'objets grand format? Tu parlais des voitures avec des objets qui sont aussi produits à la chaîne, mais par exemple dans l'espace public avec des très gros objets. Est-ce qu'il y a eu des expérimentations comme ça? Des voitures, des camions, on peut imaginer que la chaîne s'étend ailleurs que le petit camion rouge, mais... Je vois pas. Bon, je pense à Royal Deluxe, mais Royal C'est Deluxe, plutôt de la marionnette. ils fabriquent, ils font, ils truc, et c'est fait pour. Voilà. Alors, je dirais, ça n'a rien à voir. C'est fait avec des matériaux de récupération, mais c'est fabriqué pour la scène. Alors, peut-être ça rentre pas dans ce que tu dis. Je vois pas. Alors, ce que peut-être je pourrais dire et qui nous ramène à la marionnette, c'est que l'objet tel que moi je le connais dans les différents spectacles que j'ai vus, c'est toujours quelque chose qui a un rapport avec la main, qui tient dans la main, qui est, attention au mot, manipulable. Alors manipuler, tu fais de la marionnette. Alors, si tu veux. Mais outil, quand j'ai un outil à la main, je le manipule pas, c'est pas le mot, c'est pas le verbe qui vient tout de suite. Donc ça a un rapport avec la main. Je peux le poser, je peux le faire disparaître derrière moi, je peux faire exister une fausse coulisse, l'objet je le pose par terre, il est visible du public, mais il est plus sur la table, il est en coulisses, il est prêt à réintervenir peut-être, parce que mon geste il fait ça. Et donc la main. Et tous les objets qui rentrent dans ma définition de l'objet pour théâtre d'objets, c'est des ustensiles de cuisine, c'est des outils pour bricoler, c'est des jouets, c'est des bibelots, c'est un livre. Tout ça, ça passe par la main. Donc, je vois pas bien. Je n'en connais pas, je ne connais pas tout, hein. Je ne connais pas de grandes structures théâtre d'objets. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire qu'on n'a pas encore abordé, un sujet que tu avais envie de partager, de laisser? Tu as amené des feuilles, des objets. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous dire là? Ou plusieurs choses, tu as même le droit à plusieurs choses. Alors, peut-être pas une infinité comme les planètes, mais... Non. Alors, on fait un stage
avec des ados. Et alors, on demande à la... C'est 3 heures, hein, c'est pas un stage, c'est un atelier. On demande à la fin aux ados, raconte-nous un souvenir de ton grand-père ou de ta grand-mère, si possible avec un objet à la main. Et blablabla. Alors, tout le monde prend un objet dans les valises qu'on a amenées. Il y a une centaine d'objets, donc on peut choisir une espèce de vocabulaire. Il n'y a pas tous les mots, mais tu essayes de trouver quelque chose de près ou de loin qui correspond à ce que tu as envie de dire. Donc tu laisses l'objet parler en même temps que toi. C'est-à-dire, j'ai envie de raconter ça, je prends la graffeuse, le requin, bon, d'accord, je suis obligé de modifier mon histoire en fonction de l'objet que j'ai choisi. Alors, les gens passent, ils font tous un truc, et la dernière, j'ai pas envie. Bon, d'accord. La prof, allez, bon, alors tout le monde est passé. Elle passe devant la poubelle, elle voit ça, elle dit, c'était dans la poubelle de la classe, qu'est-ce que ça faisait là? Dit, voilà, quand je rentrais chez ma grand-mère, c'était le dimanche vers 11h, et déjà, il y avait l'odeur du gratin de pâtes. Et alors, je salivais parce que je savais qu'à midi précise, elle allait sortir du four le gratin avec du gruyère bien croustillant dessus. Et c'était l'odeur et le goût qui me revenaient simplement en voyant ce paquet de lustu cru, le petit carré bleu foncé, bleu clair, ça m'évoquait quelque chose de formidable de ma grand-mère. Voilà. Alors, j'ai récupéré, et elle finit, elle refout le papier dans la poubelle. Je dis, non, malheureuse. Et là, d'un seul coup, le truc devenait sacré. Il avait joué, il avait été sur une scène de théâtre et il en était sacralisé, quoi. Alors je l'ai récupéré en sachant bien que ma désinvolture était en contradiction avec ce geste de récupération, mais bon, voilà. Et l'autre truc que je veux dire très rapidement, on s'est réunis vélo-théâtre, théâtre Manarf, Gare Centrale, théâtre de cuisine, Cathy et moi, Giulio Molnar et Francesca, on est 7 sur le plateau, et on a fait une vraie fausse conférence du théâtre d'objets, où il n'y a aucun objet. Mais je pense que ça parle quand même du théâtre d'objets, c'est pas du tout théorique, et ça a été construit vraiment, je fais ci, tu fais ça, j'accepte, tu acceptes, et on avance par petits bouts comme ça, et on le joue à Charleville en septembre. Voilà. Bon, voilà. C'est bien, nos auditeuristes auront le temps d'écouter l'interview avant le... J'avais une question par rapport à la structuration de la marionnette, de tous ces nouveaux CNMA. Est-ce que tu as un regard là-dessus? Est-ce que tu trouves que c'est pertinent de créer un lieu comme ça dédié à la marionnette? Et quels peuvent être les intérêts et les limites de cette structuration? Alors là, tu me dépasses. D'accord, c'est pas grave. Hein. Non. Bon, je suis quand même un peu en dehors du circuit maintenant.
Donc je suis pas bien au courant de ce qui se passe. Je trouve toujours que c'est toujours intéressant que les gens se structurent, quel que soit, mais ce qui me fait peur dans, les structurations différentes des marionnettes, c'est que tous les 10, 15 ans, il y a une nouvelle structure et il n'y a aucune réponse du ministère de la Culture. Voilà. Alors, il y a un théâtre de la marionnette à Paris, il est mal foutu, il n'y a pas de plafond, elles se débattent comme c'est magnifique et pas permis. Isabelle Berthola qui s'en va bientôt. C'est magnifique, mais bon, je veux dire, ça faisait tellement longtemps que Recoing et tous les autres se battaient pour avoir un théâtre à Paris qu'ils auraient pu faire un tout petit effort. Avoir un peu de curiosité artistique pour dire tiens, les marionnettes, c'est pas que des petits machins qu'on destine d'abord aux enfants. Donc si c'est pour les enfants, c'est pas important. Voilà. Alors ça, c'est énervant parce qu'il y a mépris des enfants, il y a mépris d'un art qui est un art. On s'en fout de l'appeler mineur ou pas mineur ou majeur, voilà, c'est un art. Comment on le définit, c'est difficile parce que ça déborde tout le temps. Plein de choses correspondent aussi avec le théâtre d'objets, plein de choses correspondent avec la danse, plein de choses correspondent avec le cinéma. Ça déborde de partout. Où sont les limites? On n'en a rien à faire. Eh ben, très bien. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un, un jeune ou un moins jeune qui se dit, là, il écoute l'interview, il se dit, ah, j'ai envie de me lancer dans le théâtre d'objets. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cet endroit de l'envie et de la découverte de ce monde? Eh ben, va au cinéma et regarde comment on passe d'un plan à l'autre, quelles sont les différentes techniques, hein, je ne parle pas du récit, hein, quelles sont les différentes techniques utilisées par le réalisateur et le monteur, ou la montrice, parce que c'est souvent une femme qui monte, c'est un mystère comme ça, et comment elle fait pour qu'au dixième de seconde, ça passe ou ça passe pas. Un plan large, un plan serré, un chant, un contre-chant. Comment ça marche? Et comment, quand j'ai bien regardé ça, peut-être que je le regarde à la télé et que je joue de la zapette, je reviens en arrière, je me dis, allez, je vais essayer sur ma table ou par terre. Voilà. Comment le cinéma nourrit, irrigue le théâtre d'objets. Conseil. Un conseil parmi d'autres. Mais ça me semble bien. C'est très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter encore? Ah ben, Ou dis alors donc, on finit l'entretien. oh, Si tu as envie, tu peux rajouter encore des choses. T'avais des ben, papiers, t'as le des- monde avec toi, alors tu veux nous... Non, écoute, objet reconnu, c'est important. Si c'est un truc que je sors et que personne ne reconnaît, ça va pas faire du théâtre d'objet. Ça va faire autre chose, mais ça va pas faire du théâtre d'objet. Voilà. Bon. Et ben, j'ai mon carnet. Donc finalement, dans une société post-industrielle, il Non, n'y aurait plus de théâtre d'objet. ça marche pas. C'est lié à la circonstance. Ça C'est un marche. théâtre de circonstance. Oui. Quand on fait des stages, souvent les gens sortent leur téléphone. Ça marche pas. C'est pas intéressant. Alors, je crois que on sort de l'ère du théâtre d'objets. C'est
l'ère d'après la société de consommation, 80-2010, bon, comme ça, 30 ans. Et voilà, alors le théâtre d'objets, il commence là, il finit là, et puis c'est pas mal. Enfin, je veux dire, les surréalistes, ils n'ont pas duré 30 ans. Allez, encore des références. Bon, bah écoute, c'est bien, c'est bien, c'est bien de naître et de mourir. Acceptons ça. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non. À voir. Qui fera. Mais moi, j'y crois pas. Eh bien, merci Christian Carignan pour cet entretien. Merci beaucoup. Bon, eh ben, merci beaucoup. Et oui, je serais curieux d'entendre ce que j'ai pu dire.